Il est le pharaon le plus célèbre et le plus étudié de l'histoire. Mais aujourd'hui encore, les trésors de Toutankhamon recèlent bien des secrets. Cachés dans le tombeau du roi Toutankhamon, deux minuscules momies passèrent inaperçues. Pendant des décennies, elles furent ignorées et oubliées. Puis la science parla enfin. L'ADN de ces corps fragiles révéla une vérité que l'Égypte avait tenté d'effacer, réécrivant une histoire royale empreinte de souffrance et de secrets longtemps enfouis, que cachaient réellement ces enfantes. Découvrons-le, la boîte silencieuse qui changea tout. En 1922, Howard Carter ouvrit l'entrée scellée du tombeau du roi Toutankhamon, captivant le monde entier par sa fascination pour l'or. La diffusion rapide de la nouvelle alimenta les spéculations sur les trésors cachés depuis des millénaires. Pénétrer dans le tombeau, c'était comme entrer dans un monde surréaliste d'une beauté exquise, chars royaux, mobilier luxueux, reliquaires incrustés de pierres précieuses et le masque d'or à couper le souffle qui continue d'émerveiller. Cette découverte extraordinaire demeure sans égal en archéologie, consacrant Carter à jamais dans l'histoire. L'éclat et la splendeur des objets attiraient tous les regards, notamment les plus grands et les plus éblouissantes. Des photographies furent prises, des carnets se remplirent de dessins et d'observations sur l'or. Cependant, au milieu de cette fascination pour la richesse, une entité minuscule et discrète se dissimulait. Elle ne brillait pas, elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Pourtant, elle recelait une histoire plus profonde que n'importe quelle couronne royale ou pierre précieuse. Enfouie dans le tombeau se trouvait une petite chambre appelée la salle du trésor. À l'intérieur, Carter découvrit un simple coffre en bois. Il n'y avait ni dorure, ni peinture colorée, ni symbole complexe, évoquant l'autorité ou l'opulence. Entouré d'innombrables richesses, le coffre paraissait modeste et sans prétention, et de prime abord sans signification particulière. Deux cercueils miniatures de 2 minutes furent découverts dans la boîte côte à côte. Si petits qu'on pouvait les tenir dans les bras l'un d'eux, mesuraient à peine plus de 48 cm. Sculptés dans un seul bloc de bois massif, ils témoignaient d'une grande minutie malgré l'absence de toute décoration. À leur ouverture, Carter et son équipe firent une découverte surprenante. Chaque petit cercueil en contenait un autre, un mystère silencieux enchâssé dans un autre. Les cercueils intérieurs étaient recouverts de délicates feuilles d'or. Les plus petites momies découvertes en Égypte étaient enveloppées dans du lin. Il ne s'agissait pas de nourrissons ayant connu la vie et la mort, mais d'êtres à naître. Deux jeunes filles qui n'ont jamais eu la chance de respirer. L'une était à environ 5 mois de gestation, tandis que l'autre était plus avancée, estimée entre 7 et 9 mois. Cette dernière était presque prête à venir au monde à l'aube de la vie. Le roi Toutankhamon est le père de ses filles. Lors d'une cérémonie funéraire grandiose, une profonde tristesse se faisait sentir sous les apparences de force et de prestige. Le jeune monarque qui régna brièvement avait déjà connu la perte de ses enfants avant sa propre disparition. Cet événement mélancolique demeura dissimulé au milieu de l'opulence, souvent relégué au rang de simple anecdote historique. La perplexité persista par la suite. Les bandes entourant les petits cercueils portaient l'inscription du nom de la reine Taïr, grand-mère de Toutankhamon. Ce détail laissa les premiers enquêteurs perplexes. Des spéculations ont surgi quant à la véritable nature du lien entre les enfants et le jeune roi. Certains ont émis l'hypothèse qu'ils avaient été placés là à des fins cérémonielles. D'autres pensaient qu'ils symbolisaient un nouveau départ pour le roi dans l'au-delà. Le mystère demeurait entier. Face à ce manque de clarté concernant les deux petites momies, elles furent transférées à l'école de médecine du Caire et mises en lieu sûr à l'abri des regards. Elles ne furent pas exposées au public, ni intégrées à aucune exposition populaire ayant captivé les spectateurs du monde entier.
Au contraire, elles furent considérées comme un mystère insoluble laissé à l'abandon dans un isolement paisible. Près d'un siècle s'est écoulé. En 2008, un tournant majeur s'est produit en Égypte. Zahi Hawass, directeur du département des antiquités du pays, a dévoilé un projet ambitieux, la construction d'un laboratoire d'ADN ultramoderne pour un coût de 5 millions de dollars. L'objectif principal de ce laboratoire était d'analyser les momies royales de l'Égypte antique. Les scientifiques allaient utiliser des techniques modernes pour examiner pour la toute première fois la momie du roi Toutankhamon. De plus, des tests seraient effectués sur les 2 petites momies découvertes dans une boîte en bois, marquant un tournant historique. L'objectif semblait être simple, déterminer la paternité des enfants. Cependant, le projet comportait un risque important. Avec le temps, l'ADN ancien se détériore, devient fragile et se disperse. De plus, le risque de contamination par les personnes ayant été en contact avec les momies suscitait des inquiétudes. Certains experts exprimaient leur scepticisme quant à la probabilité de succès, craignant que les résultats ne soient pas fiables. Néanmoins, l'équipe poursuivit ses efforts. Avec précision, ils forèrent méticuleusement les os compacts des petites figurines afin d'en extraire des échantillons intacts. Cette découverte apporta une réponse à la question initiale. Il fut confirmé que les enfants étaient bien des descendants du roi Toutankhamon. Cependant, cette révélation ne marquait que le début de l'enquête. La véritable révélation était bien plus importante et encore plus inquiétante. Dans ces corps abandonnés, l'ADN ouvrit la porte à l'ensemble des origines du roi. Il révéla des vérités longtemps dissimulées, délibérément effacées de l'histoire. Le code génétique a permis de mieux comprendre les problèmes de santé du roi. Il a éclairé sa situation matrimoniale et la fin abrupte de sa lignée royale. Quels secrets ces fœtus ont-ils donc révélés? Plongeons-nous dans le sujet. Le roi fragile. Le masque d'or de Toutankhamon est un symbole célèbre, mais rares sont ceux qui comprennent la véritable nature de celui à qui il appartenait. Toutankhamon n'était pas un souverain puissant sur le champ de bataille et son héritage ne se résume pas à de grandes réalisations architecturales ou à des guerres victorieuses. Sa vie fut marquée par la brièveté, la solitude et des souffrances dissimulées sous une façade d'opulence et de splendeur. Malgré son cadre fastueux, Toutankhamon était un homme fragile accablé par le poids de son rang. En 2005, des chercheurs ont examiné sa dépouille embaumée grâce à des techniques d'imagerie avancées. Leur objectif était simple, percer le mystère de sa mort. Les premières hypothèses longtemps admises évoquaient un acte criminel, notamment un coup fatal à la tête porté par un proche. Cependant, les examens ont réfuté cette théorie, aucune trace de traumatisme n'ayant été constatée. Le trou dans son crâne révélé par les scanners était dû au processus de momification et non à un acte violent. Les examens ont mis au jour une vérité tragique. Toutankhamon était né faible. Malgré sa taille d'environ 1 mètre, son corps manquait de force. Son pied gauche était gravement déformé et ses orteils étaient nécrosés. Chaque pas devait être une véritable torture pour lui, tant il peinait à marcher normalement. Sa claudication était un rappel constant de ses souffrances physiques. Preuve en est, plus de 130 cannes ont été exhumées de sa sépulture. Ces cannes n'étaient pas de simples objets. Des accessoires décoratifs symbolisant l'autorité, mais surtout des aides pratiques portant les marques d'un usage intensif. Les poignets étaient polis par une utilisation fréquente, tandis que les extrémités étaient usées par le contact régulier avec le sol. Il était évident que ce monarque, malgré son jeune âge, avait besoin d'aide pour marcher et se déplacer avant même d'avoir atteint sa pleine maturité. À son époque, les œuvres d'art le représentent souvent assis, contrairement à la représentation habituelle des rois debout. Sa préférence pour la position assise n'était pas due à un confort personnel, mais plutôt à des raisons pratiques. D'autres problèmes étaient également visibles sur les examens. Il présentait une fente palatine, ce qui lui causait des difficultés d'élocution et d'alimentation en raison d'une ouverture au niveau du palais.
De plus, sa colonne vertébrale présentait une courbure anormale exerçant une pression constante sur son corps. Ces difficultés ont été un fardeau qu'il a porté tout au long de sa courte existence. Son décès n'a pas été soudain, mais plutôt l'aboutissement de la convergence de diverses vulnérabilités. Avant sa mort, il avait subi une fracture à la jambe gauche qui lui avait déjà causé des douleurs. La fracture était importante et située près de son genou, ce qui représentait une menace sérieuse à une époque où les traitements médicaux contre les infections étaient inexistants. La situation s'est aggravée lorsqu'on a découvert qu'il était atteint d'une forme grave de paludisme. Déjà affaibli, son corps ne pouvait lutter simultanément contre sa blessure et la maladie. Il est décédé à l'âge d'environ 19 ans. Son épouse a connu un destin similaire, mais d'une autre manière. Anaïamun était non seulement son épouse, mais aussi sa demi-sœur. Leur union visait à préserver la pureté de la lignée royale et à assurer la continuité de la dynastie. Lors de leur mariage, ils étaient tous deux très jeunes, encore considérés comme des enfants à qui avait été confiée la responsabilité de gouverner un vaste empire. Ils héritèrent tous deux de la même lignée génétique imparfaite. Ils tentèrent par 2 fois d'avoir un enfant, mais malheureusement, leurs efforts furent vains. Une grossesse s'est soldée par une fausse couche précoce, tandis que l'autre s'est interrompue juste avant la naissance. Ils ont perdu 2 filles qui n'ont jamais eu la chance de vivre. Ce fut bien plus qu'un simple échec pour la famille royale, une tragédie personnelle pour le jeune couple qui rêvait de fonder une famille. Après la mort de Tutankhamun, Khalsenamun se retrouva seule. Malgré son jeune âge, elle était entourée de figures masculines influentes qui rivalisaient pour le pouvoir. Inquiète à l'idée d'être contrainte d'épouser un serviteur aspirant au trône, elle tenta désespérément de fuir l'Égypte. Malheureusement, son stratagème élaboré échoua, car la personne envoyée à son secours ne la rejoignit jamais. Finalement, elle disparut des archives historiques. Son nom tomba peu à peu dans l'oubli. Ses paroles ne furent plus entendues. La dynastie s'éteignit avec elle. Mais qu'est-ce qui rendait cette famille si malade? Pourquoi semblait-elle si fragile? Poursuivez votre lecture. Un royaume à l'histoire étrange. La science moderne a révélé une vérité cachée qui dépasse le simple cas du roi Tutankhamun. Elle éclaire également le destin de son père, un roi si singulier que ses successeurs tentèrent de d'effacer son existence de l'histoire. Connu sous le nom d'Akhenaton, il demeure une figure très controversée de l'Antiquité. Chaque aspect de son règne et de la représentation de sa famille dans l'art était singulier et original. Avant Akhenaton, l'Égypte vénérait de multiples divinités depuis des millénaires. Ces dieux étaient associés à différents aspects de la vie et de la mort. Amon-Dieu, soleil et roi des dieux, détenait un pouvoir immense. Osiris régnait sur l'au-delà, tandis qu'Isis incarnait la magie et la guérison. De nombreux autres dieux étaient également vénérés. Les prêtres qui les servaient détenaient une autorité considérable. À Thebes, les prêtres d'Amon étaient particulièrement riches et très influents, allant même jusqu'à rivaliser avec le pharaon pour le pouvoir. Lorsque Akhenaton monta sur le trône, il provoqua un profond bouleversement. Il proclama que les divinités traditionnelles ne devaient plus être vénérées et affirma que seul Aton, symbolisé par le disque solaire rayonnant, était la divinité légitime. Ce changement n'était pas seulement de nature religieuse. Il eut également d'importantes répercussions politiques. En éliminant les anciens dieux, Akhenaton affaiblit l'influence du clergé et concentra tout le pouvoir entre ses mains en tant qu'unique représentant d'Odin sur Terre. Il franchit une étape encore plus radicale en abandonnant Thebes, une ville chargée d'histoire et de signification religieuse. Il déplaça sa suite au cœur du désert et ordonna la construction d'une ville entièrement nouvelle. Cette nouvelle ville fut nommée Akhaton, signifiant l'étendue où serait vénéré le dieu soleil Aton.
Aujourd'hui, ce lieu est connu sous le nom d'Amarna. La ville se développa rapidement avec des temples baignés de lumière naturelle, des résidences luxueuses pour l'élite et des espaces dédiés au culte du dieu soleil. Un phénomène véritablement singulier émergea à Amarna. L'art de cette époque bouleversa les normes égyptiennes traditionnelles. Autrefois, les pharaons étaient représentés comme des êtres parfaits et puissants. Or, l'art d'Amarna révolutionna ces conventions. Akhenaton était représenté avec un visage allongé, un cou fin et un ventre légèrement arrondi. Ses hanches larges, son apparence délicate et ses traits androgynes surprenaient dans une société qui valorisait la force physique et les proportions harmonieuses. La reine Néfertiti, son épouse, était d'une grâce et d'une beauté exceptionnelles, avec un visage calme et élégant. Leurs enfants, notamment leurs 6 filles, étaient fréquemment représentés. Ces enfants s'étaient figurés avec des crânes allongés et des membres fins jouant, avec leurs parents assises sur leurs genoux et recherchant leur affection. Un tel degré d'intimité au sein d'une famille royale avait rarement été représenté dans l'art auparavant. Pendant des années, les érudits se sont efforcés d'interpréter ces images, spéculant sur la possibilité que l'apparence singulière de la famille soit due à une anomalie génétique. Les têtes allongées et les corps élancés ont donné lieu à diverses théories, beaucoup considérant les facteurs génétiques comme l'explication la plus probable. Cependant, aucune preuve tangible ne vint jamais étayer ces théories. L'art étrange d'Amarna n'était pas qu'un simple stèle. Il reflétait un souverain qui rejetait le passé et cherchait à remodeler le monde à son image. Il montrait une famille sans pareille, à la fois tendre et fragile. À la mort d'Akhenaton, ses idées furent rapidement effacées. Sa ville fut abandonnée, son nom effacé des monuments, son art enfoui. Ce qui épaississait le mystère était l'absence de fils dans les représentations. Akhenaton et Néfertiti sont figurés à maintes reprises avec leurs filles, mais aucun garçon n'apparaît à leur côté. Cela soulevait une question troublante. S'ils n'avaient que des filles, d'où venait donc Toutankhamon? Le jeune roi finit par révéler son identité. Pendant longtemps, l'histoire antique fut confrontée à cette question persistante. La véritable identité de Toutankhamon demeurait un mystère. Malgré la renommée de son masque d'or, sa place exacte au sein de la famille royale restait floue. Bien que son nom d'origine ait fourni quelques indices, aucune preuve concrète ne venait étayer cette interrogation. Ce mystère demeura obscur pendant des millénaires, attendant patiemment le moment propice pour être dévoilé. On sait que Toutankhamon ne porte pas toujours le nom qui l'a rendu célèbre. Initialement nommé Tutankhaton, son prénom signifie « représentation de la forme vivante d'Athènes ». Ce nom le reliait à l'extraordinaire et influent bouleversement religieux d'Amarna et l'associait au souverain atypique Akhenaton. Cependant, la nature exacte de ce lien restait floue. Certains supposaient que Toutain était le fils d'Akhenaton, tandis que d'autres évoquaient un lien de parenté plus éloigné par commodité. La réalité de leur lien fut obscurcie par des archives incomplètes et des preuves historiques effacées. À la mort d'Akhenaton, après 17 ans de règne, son empire s'effondra rapidement. La transformation religieuse qu'il avait initiée périt avec lui. Les prêtres d'Amun jadis marginalisés reprirent rapidement le pouvoir, faisant preuve d'une cruauté sans bornes. Un garçon de 9 ans seulement fut enlevé et intronisé comme nouveau souverain. Il s'agissait de Tutankhaton. Peu après, il dut changer de nom et devint Toutankhamon, incarnant ainsi Amon. Ce changement de nom revêtait une importance capitale, symbolisant la chute d'Autun et la renaissance des divinités antiques. Le jeune souverain reçut l'ordre de quitter Amarna. La cité jadis florissante du désert fut désertée, succombant peu à peu aux éléments, le sable envahissant ses temples et ses demeures, et la faisant sombrer dans l'oubli. Les successeurs d'Akhenaton étaient résolus à effacer toute trace de son existence. Ils détruisirent les temples qui lui étaient dédiés, brisèrent les statues et effacèrent son nom et son image des murs. Dans les archives officielles, son règne fut omis
comme si la chronologie passait directement de son père à Tutankhamun. Cette supercherie perdura pendant près de 3 millénaires. Suite à ces ravages, la lignée de la famille royale devint complexe. L'identité de la mère de Tutan restait incertaine. Le souverain Kyo, aux côtés d'Akhenaten Smeankara, demeurait un mystère. Des archives délibérément endommagées contribuèrent à la confusion dans le but de semer le doute. Des scientifiques modernes pénétrèrent dans ce monde fracturé, confronté à un défi de taille, l'étude de 2 petites momies. Leur mission perçait un secret occulté par des rois, craignant les conséquences. Malgré un laboratoire parfaitement équipé, l'ADN ancien recelait des secrets bien gardés, difficiles à dévoiler. La sœur cachée derrière le trône. En 2008, l'annonce de Zahi Hawass concernant les tests sur les momies royales a suscité une vive émotion à travers le monde. Cette initiative était considérée comme capitale, la lignée des pharaons étant un sujet extrêmement controversé dans l'histoire antique. Des experts craignaient des erreurs, des conclusions hâtives ou des résultats influencés par des facteurs externes plutôt que par les faits. Le poids des attentes était immense dès le départ. Haas s'était longtemps opposé à ce que des équipes étrangères examinent les restes royaux d'Égypte, insistant sur le fait que les Égyptiens devaient mener les recherches sur leur propre sol dans le respect de l'histoire. Un laboratoire ultramoderne financé par Discovery Channel à hauteur de 5 millions de dollars a été construit au sein du musée égyptien du Caire. Son objectif était de lutter contre la contamination, principal obstacle à l'étude de l'ADN ancien. Ce dernier est assez fragile et s'altère facilement avec le temps se fragmentant en petits morceaux. De plus, ces momies ont été manipulées, analysées et déplacées à de nombreuses reprises depuis leur découverte. Chaque individu ayant été en contact avec les momies a laissé sans le savoir des traces de son propre ADN, si bien que l'ADN moderne recouvre les restes anciens comme une fine couche de poussière. Retrouver le matériel génétique authentique au sein de cet ADN ancien s'apparentait à la recherche d'un grain de sable immaculé dans un tas de terre. C'est pourquoi de nombreux spécialistes ont émis des réserves quant au projet. Certains ont averti que, sans vérification des résultats, dans un autre laboratoire, des erreurs étaient possibles. Malgré tout, le projet a continué d'avancer. L'équipe était consciente de l'importance de la prudence, de la rigueur et de l'exactitude. Grâce à une technologie d'imagerie de précision, les chercheurs ont examiné minutieusement chaque momie afin de déterminer l'emplacement optimal pour le prélèvement d'échantillons en explorant la structure osseuse épaisse. Ils ont ciblé les zones où le matériel génétique ancien était le plus susceptible d'être préservé. Les individus au cœur de cette mystérieuse lignée royale ont été analysés successivement. La première découverte fut celle de Toutienkamu, suivie de 2 petites momies trouvées dans sa chambre funéraire. Par la suite, une momie masculine inhabituelle fut mise au jour dans la tombe KVFA 55 en 1907. Le sarcophage avait été vandalisé et son identité effacée. Son identité véritable a fait l'objet de nombreux débats pendant des années. 2 femmes ont été découvertes dans une autre tombe connue sous le nom de Grotte 35. Leur corps était allongé négligemment à même le sol. L'une d'elles était une femme âgée que l'on croyait de sang royal en raison de ses traits et de sa chevelure. L'autre était plus jeune, mais son visage était gravement défiguré. On la désignait simplement comme la jeune femme. Personne ne savait qui elle était. Les échantillons osseux furent transportés dans un laboratoire aseptisé. Les chercheurs étaient à la recherche de 16 indicateurs génétiques susceptibles de révéler des liens de parenté. Ce travail a nécessité beaucoup de temps et de persévérance. Peu à peu, la solution a commencé à se dessiner. La première découverte importante est venue de l'examen des 2 petites momies. Leur matériel génétique s'est avéré parfaitement identique à celui de Tutankhamun. Il n'y avait plus aucune ambiguïté.
Il était indiscutable qu'il s'agissait de ses enfantes. Cette révélation confirma la profonde tristesse qui planait sur la chambre funéraire resplendissante. L'équipe approfondit alors ses recherches. Il fut établi que la femme âgée était bien la reine, épouse d'Amenhotep III et grand-mère de Toutankhamon. Le corps momifié découvert dans la tombe KE55 fut identifié comme étant celui de son fils, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. Il s'agissait d'Akhenaton, le roi connu pour ses convictions radicales. Finalement, le père de Toutankhamon fut formellement identifié. Une question demeurait cependant, qui était l'enfant de sa mère? La réponse fut apportée par la jeune femme. Les résultats de ces tests génétiques révélèrent une vérité surprenante. Contrairement aux idées reçues, elle n'était ni Néfertiti, ni une épouse moins connue, ni une étrangère à la famille. À sa grande surprise, elle a été identifiée comme la sœur biologique d'Akhenaton étant née d'Amenhotep III et de la reine Tyr, partageant ainsi la même lignée que son frère. La lignée de Toutankhamon remontait à une union entre deux frères et sœurs. Cette révélation éclaira bien des choses. Elle expliqua la santé fragile du jeune roi et ses nombreux problèmes de santé. Elle éclaira également la cause des fausses couches de ses enfantes. La fragilité de la lignée royale n'était plus une énigme. Elle découlait d'années de mariage consanguin au sein de la famille, destinée à préserver la pureté du pouvoir. La jeune femme demeura anonyme. Son nom, comme tant d'autres, s'est perdu dans les méandres du passé. Malgré cela, sa dépouille recelait une histoire indicible qu'aucun outil ne pouvait effacer. Elle était la sœur inconnue, le parent oublié, la pièce manquante du puzzle, celle qui n'avait jamais été trouvée. Le secret n'était plus enfoui sous le sable ni sous la pierre. C'était inscrit dans les eaux eux-mêmes. Une famille royale qui tenta de façonner les dieux. Et l'histoire ne put échapper à la nature. Le secret fraternel leva le voile sur le mystère et révéla la vérité silencieuse et douloureuse qui se cachait derrière le plus célèbre roi d'Égypte. Alors comment cette union entre frères et sœurs a-t-elle influencé le destin de Toutankhamon, l'enfant prodige qui n'eut jamais sa chance? Pendant un siècle, l'art fascina le monde. Nous étions hypnotisés par le visage richement orné, les véhicules rutilants et la myriade d'objets exquis enfouis dans la tombe d'un jeune monarque. Le trésor nourrissait nos fantasmes, nous poussant à forger un récit idéalisé. Un jeune roi royal paré d'or, régnant sur l'Égypte à son apogée, est disparu tragiquement et subitement. Après la mort des membres de l'équipe de fouille, des rumeurs de malédiction se répandirent. Certains croyaient qu'une force mystérieuse gardait le tombeau, un message inquiétant gravé dans le silence de la chambre funéraire. L'histoire à la fois fascinante et effrayante captiva l'attention du monde entier. La réalité était tout autre. Aucun sortilège ne pesait sur lui. Il n'y eut point de châtiment divin. La véritable douleur ne se reflétait pas sur les murs du tombeau. Elle résidait au cœur même de Toutankhamon. La véritable histoire ne s'articulait pas autour du mystère. Elle se concentrait sur le domaine de la science et se révélait plus douloureuse que n'importe quel mythe. En 2010, une équipe de scientifiques accomplit une prouesse inédite pour les archéologues. À l'aide d'un laboratoire d'ADN portable, ils prélevèrent avec précision des échantillons sur les restes de Toutankhamon et de sa famille. Cette découverte ne fut pas une simple révélation, mais la révélation d'un pan de l'histoire familiale longtemps resté secret, remontant à plus de 3 millénaires. Les résultats de l'analyse ADN reconstituèrent les fragments de la vie de Toutankhamon et révélèrent clairement ses origines. Il fut révélé que son père était la momie découverte dans le tombeau K50. Identifié comme le roi hérétique Akhenaten, tandis que sa mère était la momie désignée comme la jeune femme trouvée dans le tombeau KF35. Suite à cette révélation, tout a basculé. La jeune femme n'était pas une des nombreuses épouses d'Akhenaton. Elle était sa sœur du côté de ses deux parents.
Toutankhamon était né d'une relation fraternelle profonde. Cette alliance n'était pas une simple alliance stratégique pour asseoir son pouvoir. Cela a entraîné de graves conséquences génétiques. L'art inhabituel de la période de Marna a soudainement pris tout son sens. Les chercheurs débattent depuis longtemps des représentations uniques du règne d'Akhenaten. La famille Turtle qui était représentée avec des crânes allongés. Des fers pareils. Beaucoup fin de century pensait que les manifestations deviennent certaines lèvres sur la savine et on sait des hanches, de larges raiges et des corps aux traits presque féminins. Cela contrastait fortement avec les formes robustes et parfaites des souverains précédents. De nombreuses explications furent avancées. Certains pensaient que l'œuvre était symbolique, représentant un lien spirituel avec le dieu soleil. D'autres supposaient que la famille royale ait pu être atteinte de maladies rares. Le débat prit une toute autre tournure suite aux résultats de l'analyse ADN. Plusieurs maladies furent écartées, mais un trouble plus grave fut diagnostiqué. L'œuvre n'était ni le fruit de l'imagination, ni symbolique. Elle représentait les dommages physiques résultant de décennies de consanguinité au sein d'une même famille, culminant dans le cas extrême de frères et sœurs ayant engendré une descendance commune. Et si Akhenaten avait perçu ces caractéristiques comme un atout plutôt que comme un défaut, se pourrait-il qu'il les ait considérées comme des signes de faveur divine? Peut-être croyait-il que ses traits physiques et son crâne inhabituel témoignaient du fait que lui et sa famille avaient été choisis par le dieu Soleil. De ce point de vue, l'œuvre prend une tournure plus sombre. Elle se transforme en une forme de propagande qui glorifie la décadence même qui allait finalement entraîner la chute de sa dynastie. Tout cela fut transmis à Toutankhamon. Chaque maladie, chaque vulnérabilité, chaque douleur de sa courte existence avait enfin une explication. De santé fragile dès sa naissance, son pied de botte sévère n'était pas un simple désagrément. C'était une affection invalidante qui déformait son pied gauche, lui causant une souffrance intense à chaque pas. Les plus de 130 cannes découvertes dans sa sépulture n'étaient pas de simples symboles de pouvoir. Elles étaient des outils indispensables à sa mobilité. Nombre d'entre elles portaient des traces d'usure importantes. Il ne s'agissait pas d'un personnage royal chargeant au combat dans un char. C'était plutôt un jeune garçon qui cherchait ses marques. Les examens ont révélé que ses os des pieds étaient fragilisés et endommagés. Un os se détériorait progressivement en raison d'une mauvaise circulation sanguine, ce qui entraînait des douleurs constantes. La scoliose contribuait à son inconfort général. Son corps était soumis à un stress et à des tensions quotidiennes. Il présentait également une fente palatine, une fissure au palais. Cela pouvait affecter son élocution et le rendre plus vulnérable aux maladies courantes. Respirer et se nourrir lui était probablement difficile. Même les objets trouvés dans sa tombe, comme des graines et des herbes, réputés pour soulager la douleur, témoignent d'une enfance douloureuse. Ses os fragiles se brisaient facilement. Son corps était incapable de se régénérer correctement. Génétiquement parlant, son destin était scellé avant même sa naissance. Ce n'était pas une question de fatalité, mais bien le résultat de son héritage génétique. Sa mort révèle cette vérité et raconte une autre histoire. Il n'y a eu ni acte criminel, ni malédiction. C'était tout simplement l'incapacité de son corps à supporter simultanément blessures et maladies. Après s'être cassé la jambe puis avoir contracté une grave crise de paludisme, son système immunitaire déjà affaibli fut incapable de se défendre. Tout cela était dissimulé par le masque d'or. Un enfant naquit dans une famille tumultueuse, baignant dans le désordre et accablé de lourdes responsabilités dès son plus jeune âge. Malgré son apparence de beauté, il endura la souffrance toute sa vie, exerça brièvement
Le pouvoir mourut prématurément et laissa derrière lui des enfants qui n'eurent jamais pleinement goûté à la vie. Le véritable chagrin de Toutankhamon ne réside pas dans sa mort, mais plutôt dans l'occasion manquée de vivre une vie pleine et entière. Que pensez-vous des fœtus momifiés? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos de ce genre. Avant de partir, regardez aussi les autres vidéos sur votre appareil.